Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de discuter avec vous du sevrage ventilatoire du patient obèse en réanimation. C'est un topic qui me plaît et qui m'intéresse tout particulièrement. C'est quand même une grosse question. J'ai essayé de la résumer à travers ce plan. Donc je vais vous toucher quelques mots d'épidémiologie sur la pandémie obésité pour m'intéresser plus particulièrement à la physiologie appliquée à la ventilation mécanique autour de deux points principaux. Vous décrire le syndrome d'écrasement thoracique du patient obèse et vous parler de l'influence majeure de la posture de vos patients obèses en réanimation. On essaiera de répondre à la question comment ventiler un patient obèse sans le dérecruter, parce que c'est là toute la clé de la question autour du sevrage ventilatoire de ces patients. On verra quels tests prédictifs on peut utiliser pour l'extubation du patient obèse. On parlera évidemment de la ventilation non invasive et quelques mots sur la trachéotomie et ses spécificités dans cette population. Alors l'obésité, vous le savez, c'est une pandémie mondiale. Elle est définie comme un indice de masse corporelle qui dépasse 30 kg par mètre carré. Et la population d'individus obèses mondiale a doublé en 30 ans, entre 1980 et 2010, atteignant aujourd'hui, on l'estime, à 600 millions d'individus. En France, la prévalence de la maladie, c'est 15% de la population. Ça vous fait un total de 6,5 millions d'individus obèses. Et on peut être encore une fois très fier dans la région d'avoir décroché la première place, puisque la prévalence de l'obésité dans la région, c'est 22%. Mais plus alarmant encore que l'épidémie obésité, c'est le phénomène de la superobésité qui va aussi nous intéresser. Là, on parle d'individus qui dépassent les 50 kg par mètre carré. C'était des individus qui étaient encore assez rares il y a une vingtaine d'années, mais leur nombre a décuplé sur les 10 dernières années aux États-Unis. Et on peut s'inquiéter parce que en fait, les complications respiratoires de l'obésité vont crescendo avec l'augmentation de l'indice de masse corporelle. 10 à 15% des obèses vont avoir un syndrome obésité hypoventilation, qui est la forme d'insuffisance respiratoire chronique hypercapnique propre du patient obèse. Mais si on regarde notre population de super obèses, là, on arrive à 1 malade sur 2 porteurs d'anomalies respiratoires de type SOH. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Vous avez dû intuber Jessica, qui a 25 ans et qui pèse 170 kg et qui, malheureusement, a développé un SDRA à Covid-19. À travers ces images de scout de son scanner thoracique, vous comprenez rapidement la problématique à laquelle nous allons être confrontés avec Jessica. C'est celle du baby lung, donc ces petits poumons qui sont écrasés sous une gangue de graisse périthoracique et abdominale. Donc cette image, finalement, elle répond au concept du bag-in-box de Neil McIntyre, qu'il avait décrit comme le sac alvéolaire entouré d'une boîte représentée par la cage thoraco-abdominale, qui est une gangue de graisse inextensible et qui va empêcher l'expansion normale du sac pulmonaire. Donc c'est ce modèle du bag-in-box qui correspond à ce que vous savez sur la restriction pulmonaire de ces malades. Mais on peut aller au-delà de cette restriction et parler finalement de compression pulmonaire, puisque en fait, cette gangue de graisse périthoracique et abdominale, elle ne va pas seulement restreindre le poumon dans son expansion, mais elle va l'écraser et le comprimer. Elle va le comprimer avec une pression qu'on appelle la pression pleurale, qui est la pression de la paroi thoraco-abdominale, et qui va exercer une pression avec un gradient antéro-postérieur chez les malades couchés sur le dos, qui va ascensionner le diaphragme
entraîner un collapsus des petites voies aériennes extensif, une amputation des volumes et tout particulièrement de la capacité résiduelle fonctionnelle. On peut mesurer cette pression qui s'exerce sur le parenchyme pulmonaire, qu'on appelle la pression pleurale, en positionnant un cathéter de pression œsophagienne qu'on va positionner au niveau du tiers distal de l'œsophage, et en considérant que l'œsophage est au contact de la plèvre médiastine, finalement, la pression qu'on mesure à ce niveau correspond à la pression pleurale. D'accord ? On va beaucoup parler de pression œsophagienne à partir de maintenant. Alors voilà, voici la problématique en images encore. Vous avez peut-être déjà vu ces coupes de scanners réalisées immédiatement avant et immédiatement après l'induction anesthésique de malades obèses. Et vous voyez apparaître instantanément après l'induction anesthésique des atélectasies qu'on appelle atélectasies gravitationnelles parce qu'elles prédominent dans les segments déclives. Elles correspondent à un phénomène de dérecrutement lié à la masse de graisse de la paroi, mais aussi du poids du poumon sur lui-même, du poids du médiastin, et donc elles vont prédominer au niveau des segments déclives, débuter au niveau du lobe inférieur gauche, dans la région rétrocardiaque, puis s'étendre, se bilatéraliser. C'est un problème parce que c'est dans les zones déclives, et vous savez que la perfusion pulmonaire se fait avec la gravité aussi, et donc ce sont des régions qui vont être non ventilées, mais très bien perfusées, réalisant des inadéquations ventilation-perfusion majeures, avec des rapports VAQ effondrés, et donc ce qu'on appelle un effet Shunt, source d'hypoxémie sévère. Si vous voulez réaérer ce type de lésion, il va falloir combiner à la fois une manœuvre de recrutement pour réouvrir le poumon avec des pressions très élevées appliquées sur le système respiratoire, et ensuite mettre une PEP, une pression positive téléexpiratoire, pour maintenir le poumon ouvert. Donc c'est la stratégie de Open Lung Strategy, qui correspond à réouvrir le poumon et le maintenir ouvert. On va discuter de ça à partir de maintenant. Alors si on transfère ces concepts sur les courbes du ventilateur, on obtient ces courbes chez le sujet sain non obèse, où vous avez en haut la courbe pression à l'ouverture des voies aériennes temps, qu'on a surimposée sur la courbe de pression œsophagienne ou pression pleurale de ce patient non obèse. On est sur un mode en VAC à débit préréglé, puisque le débit est carré. Et ce qui va nous intéresser, c'est le gradient de pression entre la pression alvéolaire, ici, la pression alvéolaire maximale, la pression de plateau, et la pression pleurale, ou la pression alvéolaire minimale, ici, la PEP totale, et la pression pleurale. Ce gradient de pression qu'on a représenté par les flèches, ça correspond à la pression transpulmonaire. C'est cette pression que vous devez maintenir positive, sinon, c'est que le poumon est fermé. Donc vous voyez qu'avec 10 cm d'eau de PEP, on a réussi à maintenir facilement ouverts les poumons de ce sujet non obèse. La problématique est tout autre pour le sujet obèse, puisque vous voyez que si on applique les mêmes réglages du ventilateur pour ce type de malade, qui a une pression pleurale extrêmement élevée, eh bien on se retrouve notamment à l'expiration avec une pression transpulmonaire, cette fois totalement négative. Pression transpulmonaire négative égale poumon fermé. D'accord ? Donc on est sur du collapsus pulmonaire, donc on ventile notre malade en ouvrant son poumon et en le fermant. Et j'ouvre et je ferme, et j'ouvre et je ferme. Et ça, ces phénomènes d'ouverture-fermeture sur un malade du poumon, sur un malade de réanimation, vous savez que ça génère de l'inflammation et que ça peut aggraver votre SDRA. Alors, l'équipe d'Harvard de Boston a été la première à démontrer l'intérêt d'une stratégie de ventilation mécanique basée sur la pression œsophagienne chez des malades super obèses intubés pour un SDRA.
ils ont demandé à leurs cliniciens d'Harvard, donc c'est quand même pas des quiches, de régler le ventilateur. Et vous voyez que ces réanimateurs, spontanément, ils vont régler une PEP appliquée avec une médiane de 11 cm d'eau à leurs patients super obèses. Quand vous regardez ce que cela va générer en termes de pression transpulmonaire avec le positionnement d'un cathéter de pression œsophagienne, vous vous rendez compte que ces réglages du clinicien correspondent à un dérecrutement, ou en tout cas un recrutement insuffisant, puisque la pression transpulmonaire est négative à l'expiration. Alors évidemment, quand on met une PEP à 0 à ce type de malade, alors là c'est la catastrophe. Vous voyez que même à l'insufflation, le poumon n'est pas aéré. En fait, chez ce type de malade, si on suit la pression œsophagienne, on se rend compte que la PEP qu'il fallait leur régler était double par rapport à celle que le clinicien avait anticipée. Alors ça, évidemment, il vous faut un cathéter de pression œsophagienne pour le mettre en évidence, mais là où l'étude est intéressante sur le plan clinique, c'est que ces auteurs vous proposent une solution alternative avec une méthode clinique de réglage de la PEP sans le positionnement du cathéter de pression œsophagienne. Donc en aveugle, ils ont comparé les résultats d'une autre population de cliniciens qui appliquent une méthode que je vais vous décrire, qui s'appelle la méthode décrémentale de Kaczmarek et Villard, du nom des auteurs qui l'ont décrite pour la première fois, et qui est celle-ci. Vous allez réaliser en fait une manœuvre de recrutement assez agressive où vous voyez que vous partez d'une PEP à 10 et à peu près toutes les 5 secondes, vous allez incrémenter assez rapidement par palier de 5 cm d'eau la PEP jusqu'à 40 cm d'eau. Vous faites 10, 15, 20, 25, comme ça, vous montez. Et puis, arrivé à 40, vous redescendez et vous allez essayer de trouver la best PEP qui correspond à la pression appliquée qui vous permet d'obtenir la meilleure hématose, la meilleure mécanique respiratoire avec le moins d'effets hémodynamiques délétères. Donc pour cela, vous allez monitorer 3 paramètres. Vous allez monitorer simplement visuellement la SaO2, qui est votre témoin de l'hématose, ici en bleu. Vous allez monitorer votre pression artérielle continue, ici. Vous allez monitorer votre driving pressure, donc la pression motrice qu'on a représentée par les flèches rouges, qui est le gradient de pression alvéolaire entre la pression alvéolaire maximale, qui est la pression de plateau, et la pression alvéolaire minimale, qui est votre PEP totale. Vous n'avez pas besoin de geler les courbes, vous n'avez pas besoin de faire des arrêts sur image, vous voyez visuellement cette driving pressure. Je dis ça parce que, en fait, le recrutement alvéolaire survient au bout de 2 à 3 cycles seulement. Il faut quelques secondes pour obtenir le recrutement alvéolaire, mais l'instabilité circulatoire liée à ce type de manœuvre, elle est au prorata du temps resté à chaque palier. Donc, vous devez aller relativement vite pour ne pas désamorcer votre pompe cardiaque. C'est une manœuvre relativement agressive, mais vous voyez qu'elle vous permet de mettre en lumière, mettre en évidence ce niveau qui est là pour ce malade de 20 cm d'eau, où vous aurez la meilleure hématose, la meilleure pression artérielle et la plus petite driving pressure. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous sur les réglages du ventilateur. Le deuxième point, c'est la posture du malade. Vous devez de tout faire pour positionner vos patients obèses en réanimation, en ventilation mécanique, en position assise. Il faut bien imaginer que la masse abdominale écrase totalement le thorax en position allongée et c'est impossible d'envisager le sevrage ventilatoire en position allongée. Ça, c'est un travail qu'on avait publié il y a une dizaine d'années maintenant dans Critical Care Medicine et qui illustre ce concept. On a sur la colonne de gauche ici les courbes pression-temps et débit-temps de ces malades en VAC. En A, le malade obèse est en position allongée à PEP 0. En B, il est allongé avec une PEP
égal à son autopep, et en C, il est assis. À droite, on a visualisé sur le ventilateur, et vous pouvez le faire simplement, les courbes débit-volume, 2 courbes débit-volume consécutives. Vous allez dans boucle sur votre respirateur, et puis vous choisissez boucle débit-volume, et puis vous pouvez afficher vos courbes débit-volume comme si vous faisiez des EFR. Les ventilateurs de réanimation aujourd'hui sont des pneumotachographes aussi précis que ceux des EFR. Simplement, les courbes sont inversées. Vous avez l'insufflation en haut, l'expiration en bas. Et vous voyez que sur ce malade qui a une obésité morbide et qui est allongé, on voit nettement que la courbe de débit expiratoire a un aspect concave, comme celle des BPCO. Et quand vous appuyez sur son ventre à l'expiration, on va faire à ce malade une compression abdominale manuelle. Donc vous avez tous déjà reçu un coup de poing dans le ventre, hein, ça vous fait vider les poumons. Eh bien, on va appuyer sur le ventre de ce malade lors du 2e cycle, et ça doit normalement augmenter son débit expiratoire, comme vous le voyez ici. Quand on appuie sur le ventre à l'expiration d'un malade, on augmente son débit expiratoire tout au long de la phase expiratoire. Mais sur le premier malade, qui est allongé sur le dos, vous voyez que dans la première portion du débit expiratoire, ça marche, et puis la courbe de débit vient rejoindre la courbe de référence, ce qui montre qu'on a atteint un point de fermeture critique bronchique. C'est impossible d'augmenter le débit expiratoire au-delà. Ça s'appelle le phénomène de la limitation du débit expiratoire, et ce phénomène de la LDE, de limitation du débit expiratoire, c'est le phénomène physiologique qui explique la dyspnée dans la BPCO. D'accord ? C'est propre aux obstructifs. On vous a toujours dit que les obèses étaient des restrictifs. Eh bien, je vous montre que quand vous les allongez, vous les transformez artificiellement en obstructifs. Donc il a, ce patient obèse, une limitation majeure du débit expiratoire qui va générer un trapage gazeux. Sa vidange pulmonaire ne se fait pas bien. Il a un volume piégé de fin d'expiration. Ce volume piégé génère une pression cachée qu'on appelle l'autopep. Si vous mettez une PEP externe au niveau de l'autopep, ici 11 cm d'eau, finalement vous allez réouvrir les petites voies aériennes, lutter contre la collapsibilité anormale des petites voies aériennes, lever le phénomène de limitation du débit expiratoire sans changer les pressions alvéolaires. Vous voyez que sa pression de plateau est à 25 ici, était à 25 ici. Mais vous pouvez faire mieux, vous pouvez simplement positionner votre patient assis à PEP 0, et quand vous faites ça, vous levez le phénomène de limitation du débit expiratoire, comme vous le faisiez avec 11 ou 12 cm d'eau de PEP, mais là vous êtes à 0 de PEP, et vous levez le phénomène de la limitation du débit expiratoire, et vous voyez toutes vos pressions intrathoraciques et alvéolaires diminuer drastiquement, simplement parce que vous avez basculé l'abdomen vers les cuisses au lieu de le laisser écraser le diaphragme. D'accord ? Donc cette étude, c'est juste pour vous montrer que c'est un plaidoyer pour mettre vos patients assis. Maintenant, quel test on va utiliser pour prédire la sevrabilité de nos malades? Vous savez qu'habituellement, on utilise la ventilation spontanée sur tube hanté en réanimation avec une épreuve de 30 minutes à 120 minutes. Là, on a cette équipe française de référence, l'équipe de Montpellier, de Samir Jaber et Audrey de Jong, qui ont comparé chez 17 malades obèses morbides en réanimation 5 tests différents. Ils les ont comparés au travail ventilatoire que va devoir générer le malade une fois qu'il est extubé. C'est ici. Vous avez en ordonnée le Pressure Time Product, qui est en fait un reflet du travail ventilatoire. Et vous voyez ici, c'est le travail ventilatoire que le malade va devoir réaliser pour assumer la ventilation spontanée après l'extubation. Le test qui va s'approcher au mieux de ce travail ventilatoire avant l'extubation sera le test qui va évidemment prédire ce qui va se passer après l'extubation. Donc ils ont testé 5 tests, donc en aide inspiratoire, aide 7, PEP 7. Ensuite, un test en aide inspiratoire 0, PEP 7. Aide inspiratoire 7, PEP 0. Et puis après, encore plus dur, aide inspiratoire 0, PEP 0. Tout ça avec la tuyauterie du ventilateur. Et puis après, la classique épreuve de ventilation spontanée sur tube hanté.
Et vous voyez que les deux tests qui vont mimer ce qui va se passer en post-extubation sont les deux tests les plus durs, c'est-à-dire respirer à travers une paille, c'est la ventilation spontanée sur tube en T, ou carrément respirer à travers la paille, mais carrément connecté avec l'ensemble de la résistance, sans aide, sans PEP. Alors si vous appliquez ça sur vos malades obèses morbides après un SDRA en réanimation, eh bien, j'ai déjà essayé, vous n'en extubez jamais aucun, malheureusement. Parce que pratiquement aucun de vos malades ne va franchir ce type d'épreuve. Alors d'autres auteurs ont préféré recommander la ventilation non invasive, et on voit que dès 2006, Ali El-Sol valide la ventilation non invasive dans cette indication, celui du sevrage ventilatoire du patient obèse en réanimation. Et vous voyez que dans son étude avec un groupe contrôle historique, la ventilation non invasive permettait de diminuer l'incidence de l'insuffisance respiratoire aiguë post-extubation de 16%, avec une diminution de la durée d'hospitalisation en réanimation et une diminution de la durée totale de séjour. Alors c'était 2006, depuis il n'y avait rien eu. On faisait tous de la ventilation non invasive à nos obèses sévères en post-extubation, mais il faut attendre finalement cette année pour avoir la grosse étude randomisée et contrôlée qui permet de nous donner l'evidence base de grade 1A avec Cocorico, cette étude française du groupe Audrey de Jong, Samir Jaber, qui fait un travail considérable avec 980 malades obèses en réanimation dans 39 réanimations françaises, randomisées entre ventilation non invasive ou oxygénothérapie au masque ou oxygénothérapie à haut débit en post-extubation. Et vous voyez que constamment, la ventilation non invasive fait mieux que l'oxygène standard, fait mieux que l'OHD, fait mieux chez les malades chirurgicaux et chez les malades médicaux, fait mieux chez les malades ventilés moins de 48 heures et chez les malades ventilés plus de 48 heures, fait mieux aussi chez les Covid et chez les non-Covid. Donc faites-le. Alors quelle pression on peut mettre sur son ventilateur de ventilation non invasive? Alors certains auteurs, donc c'était toujours cette grande équipe de Boston, qui est l'équipe phare dans ce topic, eux, ils recommandent de finalement extuber les malades sous CPAP avec une pression au niveau de la pression œsophagienne à l'expiration qu'ils auraient déjà mesurée avec une sonde de pression œsophagienne. Donc ça leur permet évidemment de vous montrer des belles courbes. Vous voyez la portion en gris qui est l'air sous la courbe de pression œsophagienne à l'inspiration, qui représente en fait le travail ventilatoire fourni par le malade. Et vous voyez que quand on extube le malade en ventilation spontanée, son travail ventilatoire est considérable. Quand on lui met une CPAP avec une pression au niveau de sa pression œsophagienne, ça réduit drastiquement son travail ventilatoire. Quelques mots maintenant sur la trachéotomie. Si tout ça échoue et que vous n'arrivez pas, après plus de 2 échecs de ventilation spontanée ou 2 échecs d'extubation à J10, il va falloir envisager la trachéotomie. Idem si votre malade a un obstacle sur les voies aériennes supérieures. La trachéotomie, chez ces patients, il faut quand même y réfléchir à 2 fois, parce qu'il y a quand même un nombre considérable de malades qui vont être insevrables de façon définitive du ventilateur, et donc chez qui la problématique du retour à domicile trachéotomisé va se poser. Donc vous devez toujours réfléchir au caractère potentiellement définitif de cette trachéotomie, ou orienter des malades comme ça vers un centre de sevrage spécialisé. La technique, ça peut être percutanée ou chirurgicale, hein, contrairement à un dogme comme quoi il faudrait adresser à l'ORL tous les obèses à trachéotomiser. Le réanimateur peut très bien faire ça aussi bien. Enfin, toutes les études sont identiques avec la percutanée que la trachéotomie chirurgicale. La seule particularité, c'est que je vous invite à mettre des canules
extra lens, qui sont des canules de trachéotomie avec une portion horizontale plus longue. Donc ce n'est pas des canules longues où la portion verticale est longue, c'est la portion horizontale qui doit être longue, puisque la particularité de l'obèse, c'est d'avoir une épaisseur entre l'orifice de la trachéotomie et la trachée qui est plus importante. Si vous utilisez des canules standards, vous risquez d'horizontaliser la canule dans le trajet sous-cutané, et votre canule qui est horizontalisée à son extrémité, qui peut aller taper contre la paroi trachéale postérieure lors de l'expiration, réalisant alors à ce moment-là des phénomènes de clapet avec un trapage gazeux à l'expiration, et puis des tableaux parfois dramatiques de tamponnade gazeuse et de grande détresse respiratoire chez des malades chez qui le phénomène n'est pas immédiatement identifié. Voilà, j'en ai terminé. En résumé, sevrer un malade de la obèse en réanimation de la ventilation mécanique nécessite de l'avoir déjà bien ventilé. Pour bien ventiler un malade obèse en réanimation, il faut éviter de le dérecruter avec une stratégie qu'on appelle la Open Lung Strategy, qui est basée sur des manœuvres de recrutement agressives, la fixation d'une PEP élevée. On pourra utiliser des épreuves de ventilation spontanée sur tube hanté ou AIVS PEP 00, bon, un peu dur, où on pourra, dans tous les cas, extuber nos malades avec un relais par ventilation non invasive en CPAP ou à 2 niveaux de pression. La trachéotomie uniquement quand on a échoué dans tout ça. Merci pour votre attention.